juste un mot sur la violence chez l'écrivain et chez le penseur. Chez l'écrivain, il me semble qu'elle suit une évolution très intéressante. C'est-à-dire que dès les premiers récits de Camus, comme La mort heureuse, roman non publié à l'époque, et ensuite Le malentendu, le crime est chez lui, comme un peu chez Nietzsche, et comme en tout cas chez Dostoïevski, on s'est posé la question du rapport entre crime et châtiment, et les premiers récits de Camus, le crime n'est absolument pas, c'est ça qu'il faut bien comprendre, n'est absolument pas de l'ordre de l'interdit ou de l'ordre de l'infraction à la loi. Le crime est au contraire une occasion pour saisir un bonheur qui peut nous échapper. Dans Le malentendu, c'est très, très net, encore que là, l'attitude contradictoire au bonheur est vécue tragiquement par le personnage de Martha. Martha et sa mère traquent et exécutent des passants dans une auberge, des voyageurs dans une auberge, parce qu'un jour, elles espèrent obtenir un bénéfice qui leur permettrait un jour, disent-elles, de vivre devant la mer. Donc, la mer MER. Donc, une sorte d'aspiration à un bonheur hypothétique dont le crime est un moyen légitime, dans l'optique nihiliste du premier Camus. On est d'accord. Donc, il y a là une vision, je dirais, hédoniste de la criminalité, qui est totalement présente chez le premier Camus. Et puis ensuite, dans les fictions, cette attitude au bonheur qui passe par le crime est mise dans une perspective tragique, où les contradictions entre les valeurs d'un côté de la vie humaine, tout simplement, et puis les valeurs du bonheur, provoquent, comme chez Martha, un concentré tragique qui donne comme issue la mort ou le suicide. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, du côté du penseur politique, et je m'arrête là, le crime fait l'objet d'une mise en réflexion théorique par rapport à la vision que peuvent en avoir, disons, les marxistes de l'époque, notamment la violence progressiste légitimée par tous ceux qui sont de ce côté-là, notamment les temps modernes, où là, la violence est légitime quand le but de libérer les classes opprimées l'est, alors que pour Camus, au contraire, les moyens doivent être légitimes, ce n'est pas la fin. Donc là, il y a une problématique tout à fait différente. Donc il y a deux attitudes de Camus par rapport à la violence, mais qu'il faut d'ailleurs penser ensemble, à mon avis, dans les fictions dans lesquelles il se met lui-même en scène, et dans la réflexion politique, où là, il est en conflit ouvert et frontal avec les intellectuels marxistes de l'époque. Et d'ailleurs, ce que vous dites dans un article que j'ai lu, vous, Benjamin Estora, il y a beaucoup de reproches qui sont faits par beaucoup d'intellectuels de la métropole parisienne, et vous êtes assis là, micro, juste. Et vous dit, lui, vous êtes un écrivain du Sud, vous êtes incapable de rationalité parce que vous appartenez à ces groupes-là. Et justement, on lui reproche quelque part que presque, pour lui, c'est compliqué de penser justement cette violence en Algérie. Est-ce que c'est une critique juste qui a été faite par ces intellectuels parisiens de l'époque? Camus se sentait étranger à l'intelligentsia parisienne. Complètement, il était rejeté. À l'époque, surtout, il était très seul, ça c'est une évidence, à cause de son accent. C'est un Méditerranéen, un homme à femme. Bon, tout ça, c'est pas très bien vu. Ça va être avec Olivier Todd, l'homme à femme. Voilà, très bien. Donc tout ça, c'est pas très bien vu dans l'intelligentsia parisienne, surtout dans les années 50. Il y a des rivalités personnelles, des rivalités amoureuses, etc., qui fait qu'il n'arrive pas bien à comprendre tout ce monde-là. Puis je crois qu'au fond, il n'a pas tellement envie d'y appartenir. Donc ça, c'est vrai. Il y a cette espèce de retrait ou d'étrangeté qu'il revendique pour lui-même par rapport à ce monde-là. Ça, c'est évident. Maintenant, sur la question de la violence, c'est compliqué parce que vous avez raison d'introduire ce subtil distinguo entre la violence de la fiction, du personnage, avec la violence revendiquée ou non revendiquée ou combattue par celui qui est un penseur politique. Mais néanmoins, on a beaucoup fait reproche à Camus, et ça vous le savez, d'Édouard Saïd, en passant par Jean-Paul Sartre jusqu'à Albert Memmi, je ne vais pas faire tout le récit jusqu'à Pierre Nora, dans son livre sur les Européens d'Algérie. On a beaucoup fait ce procès à Camus, disons, d'interpréter, de voir ou de faire accomplir des meurtres dans ses romans qui ne sont pas si innocents que ça et qui n'appartiennent pas tellement que ça à des fictions. Vous savez, ce procès sur l'étranger, bien entendu, ce meurtre de l'arabe de 4 coups de pistolet sur la plage. Bon,
de cet homme que Camus ne désigne pas par son nom dans son livre. Et que le problème, on l'appelle l'arabe. Il n'a pas de nom. Alors que tous les personnages du roman ont un nom. Lui, c'est un homme sans nom. C'est un homme invisible, pratiquement. Et donc, à partir de là, sa condamnation est très, très bizarre, hein, du point de vue de la logique. Là, je parle en historien de ce qu'est la réalité de la société coloniale de l'époque, puisqu'un arabe menaçant d'un couteau un Européen, disons que celui qui l'abat est acquitté, quoi. Hein, dans la société, c'est comme si un noir avait menacé un blanc dans le sud des États-Unis, le blanc le tue, le blanc est acquitté. Je veux dire, ça paraît, enfin, à mon avis, ça paraît tout à fait normal, classique, logique. On parlait tout à l'heure des mises en contexte historiques des années 30. Bah, dans les années 30, dans la fiction, normalement, le blanc aurait dû être acquitté. Or, il n'est pas acquitté. Pourquoi? Bah, peut-être parce que Camus résonne dans son univers de fiction, dans une Algérie française qui ressemble beaucoup à celle de la métropole. C'est-à-dire une Algérie qui est celle de la France, en fait. Mais qui n'est pas une Algérie où les indigènes, disons, sont majoritaires et sont dans un espace de ségrégation. C'est un espace de fiction qui ressemble beaucoup, non pas à l'Algérie, mais à la France tout court, ou la France du Sud. On peut réfléchir à ça aussi. Hein, c'est un des aspects d'interrogation. C'est un premier aspect sur la fiction. Second aspect maintenant sur la violence et la guerre. Bon, bah, l'épreuve décisive, bien entendu, a été celle de la guerre d'indépendance algérienne, qui a été l'épreuve centrale, hein, à laquelle il a fallu se confronter à un moment donné. Mais avant de se confronter à l'épreuve de la guerre, de mon point de vue, il a fallu pour Camus se confronter à une question qui va peut-être expliquer aussi son positionnement politique dans la guerre, qui est la question du nationalisme algérien et de son appartenance, lui, à la nation française à travers l'Algérie française. Or, cette question du nationalisme algérien, dans le fond, s'il ne la pense pas avant 1939, et je le comprends, parce que le nationalisme algérien en Algérie avant 1939 est très minoritaire, ça c'est évident. Je ne vais pas ici faire un cours d'histoire sur l'étoile nord-africaine, le PPA, etc. Par contre, après les massacres de Sétif et après 1945, il sera d'ailleurs un des premiers à dénoncer en mai 1945, par contre, après mai 1945, le nationalisme algérien est très puissant. Il est très fort. Les élections d'octobre 1947 au deuxième collège, c'est les listes du PPA qui l'emportent partout. Le PPA, c'est le parti indépendantiste, c'est le parti de Messali. Et Camus voit bien, il a sous ses yeux cette carte, cette géographie électorale, où c'est non pas les partisans de Ferhat Abbas, non pas les partisans des oulémas, qui sont les religieux, non pas les partisans bien sûr de l'administration française qu'on appelle les assimilationnistes, mais c'est bien les partisans de Messali, les indépendantistes, qui l'emportent partout. Et donc on peut peut-être réfléchir au fait qu'avant même l'ouverture de la guerre, cette espèce de théâtre terrible, sanglant, tragique qui va ensuite déferler, avant, c'est-à-dire en 47, 48, 49, 50, 51, etc., eh bien, quid de son rapport à l'émergence d'une nouvelle nation algérienne, qui est là sous ses yeux, qui apparaît sous ses yeux, qui est là. Bon, alors ça c'est une question avant même le déclenchement de la guerre, parce qu'une fois que la guerre est là, bon bah évidemment, une fois que la guerre est là, il va falloir se déterminer, bien entendu. Mais avant cette guerre, bah, sur la question de cette émergence du nationalisme, il ne se prononce pas vraiment, même si ensuite, dans la guerre, il sera, comme on le sait, plutôt un partisan du MNA que du FLN. Bien entendu, en octobre 1957, lorsque la direction du MNA va se faire exterminer à Paris, il écrit un article dans la Révolution prolétarienne où il prend position pour le MNA. Un article très peu connu, hein, mais qui est très important dans ses prises de position. Mais c'est très tardif, 1957, sur le nationalisme algérien et le personnage de Messali, puisqu'on sait que ses préférences à lui, politiquement, vont du côté de Ferhat Abbas. Ferhat Abbas qui sera présent au meeting de la trêve civile de janvier 1956. C'est une tentative pour essayer de sortir de la spirale de la violence. Donc on a par conséquent une deuxième interrogation, selon moi, qui est celle de son rapport au nationalisme français ou au nationalisme algérien. Ce problème d'appartenance, ce problème d'ancrage à la fois culturel, idéologique, personnel, familial, littéraire, c'est une interrogation. Et enfin, troisième interrogation, bien sûr, lorsque la guerre éclate, il va, comme on le sait, ensuite être dans le silence à partir de 1957, c'est-à-dire essentiellement à partir de la bataille d'Alger. Bon, c'est à partir de ce moment-là, bon, là c'est le choix du silence, avec toutes les fameuses formules qu'on connaît par cœur, Stockholm, etc., etc. Enfin, pas Stockholm, d'ailleurs, c'était dans une autre ville. Voilà, comme ça. Donc on a par conséquent une troisième interrogation qui porte sur le fait que Camus, dans le fond, se prononce politiquement contre la violence, en la renvoyant dos à dos, c'est-à-dire terrorisme. Pardonnez-moi, il ne croit pas à la violence comme quelque chose d'histoire. Il renvoie tout ça dos à dos, mais quand la guerre est là, en 1957, c'est-à-dire que cette question
disons, de la prise de position politique, elle se fait dans un contexte, elle aussi. Ce contexte historique est très lourd. Ce contexte qui est très très lourd, qui est celui de condamnation à mort, de disparition, de torture, d'utilisation du napalm, enfin bon, il y a quand même un climat, un contexte historique extrêmement dur. Je parle de l'année 57, hein, parce qu'après, bon, il va se réfugier dans le silence. Et on est dans un contexte historique très très dur, où là, il n'y a pas de prise de position explicite de Camus sur la question politique de l'indépendance ou du nationalisme algérien. Il y a une position morale de renvoi dos à dos de toutes les formes de violence. C'est ça qui est problématique.